J'ai soutenu financièrement ma famille à hauteur de 400 000 € sur 8 ans, pendant que dans mon dos, ils m'appelaient leur vache à lait en disant « Elle est trop stupide et naïve pour dire non ». Quand ils ont exigé ma maison pour le mariage de ma sœur, je les ai démasqués pendant le dîner. Maintenant, ils sont fauchés. Je m'appelle Odile. J'ai 32 ans et je travaille comme analyste financière dans une grande société d'investissement à Paris. Je gagne environ 140 000 € par an maintenant. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là et ce que ma prétendue famille m'a fait. J'ai des parents, mon père, Robert, et ma mère, Lydie, ainsi qu'une sœur cadette, Manon, qui a 7 ans de moins que moi. Dès le début, il était clair qui était l'enfant préféré. Quand j'avais 8 ans et que j'ai ramené un bulletin avec des 18/20 partout, mes parents ont juste hoché la tête et dit « C'est ce que tu es censé faire, Odile. C'est ton travail d'avoir de bonnes notes. » Mais quand Manon était en CP et a eu un 15/20 à sa dictée, ils ont organisé tout un dîner de fête dans son restaurant préféré. Je me souviens être assise là, à les regarder la féliciter pour son travail extraordinaire, tandis que mon bulletin parfait gisait, oublié, dans mon sac à dos. La différence dans la façon dont ils nous traitaient n'a fait qu'empirer en grandissant. Pour mon 16e anniversaire, mes parents m'ont offert un vélo d'occasion qu'ils avaient acheté à notre voisin pour 50 €. La chaîne était rouillée, la peinture écaillée, et l'un des freins fonctionnait à peine. « Tu devrais être reconnaissante », m'a dit ma mère en voyant mon visage déçu. Certains enfants n'ont rien du tout. Pour le 16e anniversaire de Manon, ils lui ont acheté une voiture toute neuve. Pas n'importe quelle voiture, une Peugeot 208 à 25 000 € avec toutes les options. Elle n'avait même pas encore passé son permis de conduire. Quand est venu le temps d'aller à l'université, devinez qui a dû se débrouiller toute seule? C'est ça, moi. J'ai postulé dans des universités publiques et j'ai réussi à obtenir une petite aide du CROSS, mais pour le reste, j'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai trouvé un emploi à la bibliothèque universitaire, travaillant 20 heures par semaine entre les cours. Je prenais aussi des services dans un café local le week-end. Pendant ce temps, mes parents mettaient chaque centime qu'ils pouvaient de côté pour Manon. Elle va devenir médecin, disait-il à quiconque voulait bien l'entendre. Nous devons nous assurer qu'elle puisse se concentrer sur ses études sans se soucier de l'argent. J'ai obtenu mon diplôme en finance avec un prêt étudiant de 25 000 €. Mon premier emploi était celui d'analyste junior dans une petite entreprise du quartier de la Défense. Le salaire de départ était de 55 000 € par an, ce qui semble beaucoup jusqu'à ce que vous preniez en compte le loyer à Paris. J'ai trouvé un minuscule studio dans le 20e arrondissement. Et quand je dis minuscule, je veux dire que vous pouviez toucher les 2 murs si vous étendiez les bras. La salle de bain était si petite qu'il fallait se tenir de côté pour fermer la porte. Mais c'était à moi, et j'en étais fier. Environ un an après avoir commencé à travailler, j'ai reçu un appel de mes parents qui a tout changé. C'était un dimanche soir et je préparais mes repas pour la semaine quand mon téléphone a sonné. « Odile, nous devons te parler de quelque chose d'important », a dit mon père. Sa voix semblait différente, stressée. « Que se passe-t-il ? » « J'ai perdu mon emploi », a-t-il dit. L'entreprise restructure et ils ont licencié la moitié du département d'ingénierie. « Et ta mère ? » Elle a des problèmes de dos. Le médecin dit qu'elle ne peut plus travailler à plein temps comme infirmière. Elle ne peut faire que du mi-temps et cela couvre à peine nos courses. Mon estomac s'est noué. Je suis désolé d'entendre ça, papa. As-tu commencé à chercher d'autres emplois? Bien sûr que oui, a-t-il lâché. Mais personne ne veut embaucher un ingénieur de 55 ans quand ils peuvent avoir un jeune qui sort de l'école pour la moitié du prix. Écoute, Odile, nous avons besoin de ton aide. Quel genre d'aide? Une aide financière. Nous avons le crédit de la maison, les frais médicaux de ta mère, et Manon qui commence une école de médecine privée l'année prochaine. Les frais de scolarité à eux seuls s'élèvent à 60 000 € par an. 60 000 € pour une seule année. Je remboursais encore mon propre prêt et il voulait que je les aide à payer les études de Manon. Je ne sais pas si je peux. Odile, s'il te plaît. La voix de ma mère s'est fait entendre. Il m'avait mise sur haut-parleur. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné tout ce que nous pouvions. Maintenant, nous avons besoin que tu prennes tes responsabilités et que tu aides ta famille. C'est ce que fait une famille. Le chantage affectif a fonctionné. Bien sûr que oui. Ils avaient perfectionné cette technique toute ma vie. J'ai accepté d'aider, me disant que ce ne serait que temporaire,
juste jusqu'à ce que papa trouve un autre emploi. Mais le temporaire a duré 8 ans. Chaque mois, je leur envoyais de l'argent. Parfois c'était 3 000 euros, parfois 5 000, selon la crise à laquelle ils étaient confrontés ce mois-là. Il y avait toujours quelque chose. Le toit avait besoin de réparation. La voiture était en panne. Manon avait besoin de nouveaux manuels. Les frais médicaux de maman étaient plus élevés que prévu. J'ai tout payé. Leur crédit immobilier, leurs assurances, leurs factures, et oui, la majeure partie des frais de scolarité de Manon. Pendant ces 8 années, j'ai travaillé comme une acharnée. J'ai pris des projets supplémentaires, travaillé les week-ends et impressionné les bonnes personnes. J'ai été promu 3 fois, pour finalement atteindre le poste d'analyste senior avec ce salaire de 140 000 euros. Mais même avec ce bon revenu, j'ai vécu comme si je gagnais encore 55 000 euros. Je suis resté dans mon minuscule studio pendant 3 ans de plus avant de passer à un 2 pièces. Je ne prenais pas de vacances. J'achetais mes vêtements dans des magasins de déstockage. Chaque centime supplémentaire allait soit à ma famille, soit dans des économies et des investissements. Voyez-vous, je ne faisais pas qu'épargner de l'argent. Je l'investissais. Des SCPI, des fonds indiciels, quelques actions individuelles que j'avais étudiées de manière approfondie. J'ai appris tout ce que je pouvais sur la constitution d'un patrimoine parce que j'étais déterminé à ne pas finir comme mes parents, fauchée et dépendante de leurs enfants. 5 ans après avoir commencé à soutenir ma famille, j'ai fait mon plus gros investissement. J'ai acheté une petite maison à Versailles, juste à l'extérieur de Paris. Elle a coûté 420 000 euros, ce qui peut paraître fou, mais pour ce quartier, c'était en fait une bonne affaire. Elle avait besoin de quelques travaux. La cuisine n'avait pas été rénovée depuis les années 80, et les salles de bain étaient assez délabrées, mais elle avait une bonne structure. 3 chambres, 2 salles de bain, un joli jardin. Je l'ai rénovée petit à petit, faisant une grande partie du travail moi-même le week-end. Grâce à mes investissements qui se portaient bien et en consacrant chaque prime et remboursement d'impôts au crédit, j'ai réussi à la rembourser en seulement 3 ans. À 32 ans, j'étais propriétaire de ma maison, sans aucune dette. Pas de crédit, pas de loyer, juste les impôts fonciers et l'entretien. C'était une sensation incroyable. Ma famille venait me rendre visite parfois. Ils venaient de Melun où ils vivaient toujours dans la même maison où j'ai grandi. Ils mangeaient ma nourriture, buvaient mon vin, utilisaient ma chambre d'amis, et ne disaient jamais merci. Pour eux, c'était juste normal. Odile pourvoit. C'est ce que fait Odile. Manon amenait parfois son groupe d'études sans demander. 5 ou 6 étudiants en médecine se présentaient à ma porte, et Manon disait, « On a besoin d'un endroit calme pour étudier, et ta maison est parfaite. » Ils prenaient possession de mon salon, mangeaient tout ce qu'il y avait dans mon frigo et laissaient un désordre que je devais nettoyer. Pas une seule fois l'un d'eux n'a dit merci. Pas une seule fois ils n'ont reconnu que c'était grâce à moi que Manon pouvait même se permettre d'être en fac de médecine. Puis, il y a environ 6 mois, tout a changé. C'était un samedi après-midi et ma famille était en visite. J'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner pour tout le monde quand mon téléphone a sonné. C'était ma tante Patricia, la sœur de ma mère. J'ai failli ne pas répondre. Tante Patricia et moi n'étions pas particulièrement proches, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Salut, tante Patricia. »« Odile, comment vas-tu, ma chérie ?» Nous avons échangé des banalités pendant 1 minute avant qu'elle ne dise « Est-ce que Lydie est là ?» J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répond pas « Oui, elle est là. Elle est dans le salon. Tu veux que je l'appelle ?» Si ça ne te dérange pas, je me suis dirigé vers le salon mais je me suis arrêté dans le couloir quand j'ai entendu ma mère parler. Elle devait être au téléphone avec quelqu'un d'autre. Je sais, n'est-ce pas, disait ma mère, et elle riait. Odile est notre petite vache à lait. Elle continue de produire du lait et elle ne se rend même pas compte qu'on la traite jusqu'à la dernière goutte. Je me suis figé. Elle est trop stupide et naïve pour jamais dire non, a continué ma mère. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre avec son argent? Elle n'a ni mari ni enfant. Elle va probablement mourir seule dans sa maison, alors autant qu'elle utilise son argent pour aider Manon. Au moins, Manon va vraiment faire quelque chose de sa vie. Mon père a ri. Tu te souviens quand elle pensait vraiment qu'on était fiers d'elle pour avoir acheté cette maison? Genre, waouh, Odile, tu as acheté une maison. Manon va sauver des vies. Elle est comme un distributeur de billets, a ajouté ma mère.
Tu insères une histoire larmoyante et de l'argent en sort. C'est parfait. Je suis resté là, dans mon propre couloir, tenant mon téléphone, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Puis j'ai entendu la voix de Manon. Vous êtes terribles, les gars, a-t-elle dit. Mais elle riait aussi. Mais bon, faites en sorte que ce distributeur de billets continue de fonctionner. J'ai encore une année d'études à payer. Je me suis retiré discrètement et je suis monté dans ma chambre. J'ai dit à tante Patricia que maman était occupée et que je lui demanderais de la rappeler plus tard. Puis je me suis assise sur mon lit et j'ai essayé de digérer ce que je venais d'entendre. 8 ans. 8 ans de sacrifice, à vivre en dessous de mes moyens, à dire non aux choses que je voulais pour pouvoir les aider. Et pendant tout ce temps, ils se moquaient de moi dans mon dos. Je n'étais rien d'autre qu'une machine à sous pour eux. Je suis retourné en bas et j'ai fini de préparer le déjeuner. Je leur ai servi à manger dans ma salle à manger. Dans la maison que j'avais payée moi-même avec l'argent que j'avais gagné moi-même, et j'ai souri. J'ai fait la conversation. J'ai agi comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, je préparais un plan. Quelques mois plus tard, Manon a obtenu son diplôme de médecine. Elle a également annoncé ses fiançailles avec Jacques-Henri de Valois, dont les parents possédaient une chaîne de cliniques privées. L'enfant prodige avait touché le jackpot, un diplôme de médecine et un mari riche. Mes parents étaient aux anges. Ils ont organisé un grand dîner de fiançailles au Grand Véfour, ce restaurant chic de Paris. Ils ont invité une vingtaine de personnes, la famille, des amis proches et les parents de Jacques-Henri. Le dîner avait lieu un vendredi soir, et j'ai conduit depuis Versailles après le travail. Je dois préciser que pendant ces mois, depuis que j'avais surpris la conversation téléphonique, je n'avais rien changé à mon soutien financier. Je continuais à envoyer de l'argent chaque mois, à payer leurs factures, à faire comme si tout était normal. J'attendais le bon moment. Le dîner était exactement comme on pouvait s'y attendre. Manon était assise au centre de la table dans une robe de créateur que mes parents avaient sûrement achetée avec mon argent, exhibant son énorme bague de fiançailles. Jacques-Henri était assis à côté d'elle, ce type à l'air suffisant avec les cheveux gominés en arrière, qui n'arrêtait pas de citer les noms de gens que sa famille connaissait. La nourriture était incroyable, même si j'avais du mal à en sentir le goût. J'étais assise là, calculant combien ce dîner allait coûter. Au moins 10 000 € pour 20 personnes dans un endroit comme celui-ci. Devinez qui allait recevoir la note? À peu près à mi-parcours du dîner, après que tout le monde ait bu quelques verres, mon père s'est levé et a tapoté son verre de vin. Je voudrais porter un toast, a-t-il dit. La table s'est tue. Manon et Jacques-Henri, vous deux formez un couple parfait. Vous êtes tous les deux brillants, vous avez réussi, et vous allez avoir une vie extraordinaire ensemble. Les gens ont levé leurs verres, murmurant leur accord. Mais mon père a continué, alors que vous commencez votre nouvelle vie, vous aurez besoin d'un endroit convenable pour vivre, un endroit qui reflète votre statut. J'ai vu Manon se pencher en avant, les yeux brillants d'anticipation. Mon père s'est tourné pour me regarder droit dans les yeux. C'est pourquoi Odile va vous donner sa maison comme cadeau de mariage. Les mots sont restés en suspens dans l'air un instant. Quelqu'un a halté. Je pense que c'était tante Patricia. Quoi, ai-je dit? Ta maison, a répété mon père, comme si j'étais lente. Tu vas donner ta maison à Manon et Jacques-Henri. C'est parfait pour eux. Bon quartier, bonnes écoles pour quand ils auront des enfants. Et soyons honnêtes, Odile, tu n'as pas besoin de tout cet espace. Tu es célibataire, pas d'enfant. Tu peux te trouver un bel appartement à Paris. Tu pourrais même revenir vivre avec nous. Manon a carrément tapé dans ses mains. Oh mon Dieu, oui. J'adore cette maison. Je sais déjà quelle pièce je vais transformer en chambre de bébé. Et cette cuisine est parfaite pour recevoir. Merci beaucoup, Odile. Elle me remerciait déjà comme si c'était chose faite. C'est si généreux de votre part, a dit la mère de Jacques-Henri, me souriant avec son visage figé par le botox. Manon a tellement de chance d'avoir une sœur comme vous. Ma mère a tendu la main et m'a tapoté la mienne. Tu fais ce qu'il faut, ma chérie. La famille est de la famille. Tout le monde me regardait, attendant que je sourie, que je hoche la tête et que je remette les clés de la maison pour laquelle j'avais travaillé comme une folle pour l'acheter et la payer. Je me suis levé lentement. Non, ai-je dit. Le silence fut immédiat et total. Comment ça, non, a demandé mon père. Je veux dire, non,
je ne donne pas ma maison à Manon. Je l'ai achetée avec mon argent. Je l'ai remboursée avec mon argent. C'est la mienne, et je la garde. Le visage de Manon est passé de la confusion à la colère en environ 2 secondes. Tu es sérieuse, là? Tu vas vraiment être aussi égoïste? Égoïste? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. C'est fort de café, venant de toi. Odile, assieds-toi, a sifflé ma mère. Tu nous mets dans l'embarras. Non, maman. Vous vous êtes mis dans l'embarras vous-même. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main. J'étais venu préparer. J'avais des captures d'écran de chaque virement bancaire que je leur avais fait au cours des 8 dernières années. Chaque virement. Laissez-moi vous montrer quelque chose, ai-je dit en levant mon téléphone. Ça, c'est un virement de 5 000 €, 3 mois après que papa a perdu son emploi. En voici un autre du mois suivant, 3 000. Et le mois d'après, 4 000. J'ai commencé à faire défiler les images, tenant mon téléphone en l'air pour que tout le monde puisse voir. 8 ans, ai-je dit. 8 ans de virement. Vous voulez connaître le total? Près de 400 000 €. C'est ce que j'ai donné à mes parents. C'est ce que j'ai payé pour l'école de Manon, leur crédit, leurs factures, leurs assurances, tout. Les parents de Jacques-Henri ont échangé des regards gênés. Certains de mes parents s'agitaient sur leur chaise. Et vous savez ce qui est vraiment drôle, ai-je continué. Pendant que je leur envoyais tout cet argent, que je vivais dans un minuscule appartement, que je ne prenais jamais de vacances, que je ne m'achetais jamais rien de joli, ils m'appelaient leur vache à lait, leur distributeur de billets. Ils ont littéralement dit que j'étais trop stupide et naïve pour réaliser qu'ils m'utilisaient. Tu mens, a dit ma mère, mais son visage était devenu blême. Ah oui? J'ai regardé tante Patricia. Tu te souviens quand tu as appelé il y a quelques mois? Maman était au téléphone avec quelqu'un, en train de rire de la façon dont je continuais à leur donner de l'argent comme une idiote. Dis-leur, tante Patricia. Dis-leur ce que tu as entendu. Tante Patricia semblait mal à l'aise, mais elle a pris la parole. Lydie a bien dit quelque chose sur le fait qu'Odile était trop facile à manipuler. Elle a dit qu'Odile leur donnerait n'importe quoi s'ils faisaient juste semblant d'être assez tristes. La table a explosé. Les parents de Jacques-Henri chuchotaient entre eux. Mes cousins regardaient mes parents, choqués. Manon pleurait, mais c'était des larmes de colère. Tu as tout gâché. M'a hurlé Manon. Tu as gâché mon dîner de fiançailles. Tu es juste jalouse parce que je vais me marier et que tu vas mourir seule. Peut-être, ai-je dit en remettant mon téléphone dans mon sac. Mais au moins, je ne serai pas une parasite. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé 4 billets de 50 € sur la table. Ça, c'est pour mon dîner, ai-je dit. Et c'est le dernier argent que vous verrez jamais de moi. Mon père s'est levé. Odile, si tu sors par cette porte. Quoi, les jeux interrompus. Tu vas me couper les ponts? Arrêtez de me parler? S'il te plaît, fais-le. Ça m'évitera d'avoir à bloquer vos numéros. Je suis sorti de ce restaurant la tête haute, même si mes mains tremblaient. Le voiturier a ramené ma voiture et j'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, mon téléphone vibrant constamment d'appels et de SMS auxquels je n'ai pas répondu. Quand je suis rentré, j'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ferais. J'ai bloqué les numéros de mes parents, de Manon et de Jacques-Henri. Je suis allé sur mon application bancaire et j'ai annulé tous les virements automatiques. Je les ai retirés en tant qu'utilisateurs autorisés de mes cartes de crédit. J'ai changé mon mot de passe Netflix, mon mot de passe Amazon Prime, tout ce dont ils profitaient. Puis j'ai ouvert une bouteille de vin, je me suis assise sur mon canapé, dans ma maison que je ne donnerais à personne, et je me suis senti libre. Les semaines suivantes furent calmes, d'un calme bienheureux. Je me suis plongé dans le travail, j'ai commencé à suivre un cours de yoga, et je suis même sorti à quelques reprises avec un gars du service marketing de mon entreprise. Il s'appelait Thomas, il était gentil, drôle, et n'avait aucune idée du drame avec ma famille. Puis, environ un mois après le dîner, tante Patricia a appelé. Odile, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de ta famille en ce moment, mais je pensais que tu devrais savoir ce qui s'est passé. J'ai failli raccrocher, mais la curiosité l'a emporté. Que se passe-t-il? Eh bien, tout d'abord, Manon a dit à tes parents qu'elle avait besoin d'une pause après toutes ses études. Elle a dit qu'elle était trop épuisée pour commencer son internat. Elle est restée à la maison, dormant jusqu'à midi,
faisant du shopping avec ses amis. J'ai ri. Tout cet argent pour l'école de médecine, et elle n'allait même pas utiliser son diplôme. Mais ce n'est pas la plus grande nouvelle, a poursuivi tante Patricia. Jacques-Henri a rompu les fiançailles. Je me suis redressé. Ah oui? Environ une semaine après ce dîner, il a dit à Manon qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un venant d'une, et je cite, famille problématique d'escrocs. Apparemment, ses parents lui ont dit que si ta famille pouvait escroquer de près de 400 000 euros, qu'est-ce qu'il lui ferait à lui? Eh bien. Oh, ça s'améliore, ou ça s'empire, selon la façon dont on voit les choses. Il s'avère que Manon trompait Jacques-Henri. Bref, elle voyait un barman d'une boîte de nuit. Kevin, ou quelque chose comme ça. Et voilà le clou du spectacle. Il y a 3 semaines, ils se sont enfuis à Marrakech ensemble. Tu plaisantes? Non. Et Odile, elle a emporté les économies de tes parents avec elle. Environ 30 000 euros qu'ils avaient cachés. Elle a vidé leur fonds d'urgence et leur compte courant. Je ne savais pas si je devais rire ou avoir pitié d'eux. En fait, non. Je n'avais aucune pitié pour eux. Tes parents sont vraiment dans le pétrin maintenant, a dit tante Patricia. Sans ton argent, ils ne peuvent pas payer leur crédit. La banque leur a envoyé un avis de saisie. Ils ont appelé tous les parents pour mendier des prêts. Laisse-moi deviner, personne ne veut aider les gens qui ont escroqué leur propre fille de près de 400 000 euros. Exactement. Ton histoire s'est répandue assez vite dans la famille. Personne ne veut être leur prochain distributeur de billets. Ils ont essayé de te joindre. Ton père t'a même écrit une lettre. Il l'a envoyée à ton bureau. J'avais reçu la lettre. Je l'avais jetée à la poubelle sans l'ouvrir. J'en ai fini avec eux, tante Patricia. Je comprends. Je pensais juste que tu devais savoir. Oh, et ta mère m'a demandé de te dire qu'ils sont désolés et que tu es leur seul espoir. Leur seul espoir pourquoi? Plus d'argent? Ils ont eu 8 ans de mon argent. Ils auraient pu en économiser. Ils auraient pu être reconnaissants. Au lieu de ça, ils se sont moqués de moi dans mon dos et ont essayé de voler ma maison. Ils ont fait leur lit. 2 mois de plus se sont écoulés. J'ai appris par tante Patricia que mes parents avaient été contraints de vendre leur maison. Ils ont emménagé dans un 2 pièces en location dans un quartier difficile de la banlieue parisienne. Mon père, à 60 ans, a dû prendre un emploi d'agent de sécurité de nuit dans un entrepôt. Ma mère travaillait comme agent d'entretien dans un hôpital, le même hôpital où elle travaillait autrefois comme infirmière. Manon est revenue du Maroc 6 mois plus tard, enceinte et fauchée. Kevin avait disparu après avoir dépensé tout son argent. Elle a dû appeler mes parents pour qu'ils lui virent de l'argent pour un billet d'avion pour rentrer. Alors maintenant, ils vivaient tous les 3 dans cet appartement exigu. Mon père travaillant la nuit, ma mère nettoyant les toilettes, et Manon enceinte, sans emploi, sans diplôme validé, sans mari et sans perspective. Pendant ce temps, ma vie ne cessait de s'améliorer. J'ai été promu analyste senior avec une augmentation de salaire à 160 000 euros. Thomas et moi sommes devenus officiels. C'est vraiment un type super. Divorcé avec une fille adolescente qui est vraiment cool. J'ai acheté un autre bien d'investissement, un appartement que je loue pour un revenu passif. J'ai commencé à prendre ces vacances que je ne m'étais jamais autorisées. Thomas et moi sommes allés en Grèce le mois dernier et nous prévoyons un voyage au Japon pour le Nouvel An. Je reçois encore parfois des messages de mes parents, transmis par des proches. Ils veulent se réconcilier. Ils veulent s'excuser. Ils veulent que je rencontre le bébé de Manon, un petit garçon qu'elle a appelé Olivier, ce qui ressemble à une pique délibérée contre moi. Mais voilà le problème quand on est la vache à lait de quelqu'un. Une fois que vous cessez de produire du lait, ils réalisent que c'est tout ce que vous avez toujours été pour eux. Je ne leur manque pas. C'est mon argent qui leur manque. C'est le filet de sécurité que je fournissais, les factures que je payais, le style de vie que je finançais qui leur manque. Parfois, je me demande si j'ai été trop dur, si j'aurais dû leur donner une autre chance. Puis je me souviens de la voix de ma mère me traitant de stupide et de naïve. Je me souviens de mon père disant que je devrais être reconnaissante de leur donner ma maison. Je me souviens de Manon riant de moi en tant que distributeur de billets. Et je me souviens que pendant 8 ans, je leur ai tout donné et qu'ils ne m'ont rien donné en retour, si ce n'est de la moquerie. Thomas ne connaît pas encore toute l'histoire. Je lui ai dit que ma famille et moi étions en froid, mais pas les détails. Peut-être qu'un jour je lui dirai tout.
Pour l'instant, je profite simplement d'avoir une relation avec quelqu'un qui m'apprécie vraiment pour ce que je suis, pas fort ce que je peux fournir. La semaine dernière, j'ai vu sur Facebook, je ne suis ami avec aucun d'eux, mais des parents communs publient encore des choses, que Manon a trouvé un emploi dans un fast-food. Il y avait une photo d'elle dans son uniforme, tenant Olivier, avec une légende sur le fait de travailler dur pour son petit garçon. Les commentaires étaient pleins de gens la louant d'être une mère célibataire si forte. Personne n'a mentionné qu'elle aurait pu être médecin. Personne n'a mentionné les centaines de milliers d'euros qui ont payé ses études. Personne n'a mentionné la sœur qui a tout sacrifié pour une famille qui ne la voyait que comme un portefeuille. Mais je le sais, et c'est suffisant. Ma maison à Versailles est magnifique en automne. Les feuilles des arbres de mon jardin deviennent rouges dorées. Et il y a cet endroit parfait sur ma terrasse arrière où l'on peut s'asseoir avec une tasse de café et regarder le lever du soleil. Thomas et moi étions assis la dimanche dernier, planifiant ce que nous allions préparer pour le dîner ce soir-là, quand mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'un numéro inconnu, mais j'ai tout de suite su de qui il s'agissait. Odile, c'est maman. J'ai un nouveau téléphone. S'il te plaît, nous devons parler. Manon est malade et nous ne pouvons pas payer les factures d'hôpital. Tu es notre seul espoir. S'il te plaît, souviens-toi que nous sommes une famille. Je l'ai montré à Thomas. Il l'a lu et m'a regardé en haussant les sourcils. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai repris le téléphone, bloqué le numéro et l'ai mis de côté. Rien, ai-je dit. Je ne vais absolument rien faire. Et vous savez quoi? C'était une sensation incroyable. Les gens pourraient penser que je suis cruel. Ils pourraient dire que je devrais pardonner et oublier, que la famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive. Mais ces gens-là n'ont probablement pas eu leur famille les traitant de vaches à lait. Ils n'ont probablement pas donné près de 400 000 € pour ensuite se faire dire qu'ils devraient aussi donner leur maison. Ils n'ont probablement pas été la risée des personnes qui étaient censées les aimer le plus. La vérité, c'est qu'éliminer les personnes toxiques de sa vie n'est pas cruel. C'est nécessaire. Même si ces personnes toxiques sont vos parents, même si c'est votre sœur, même si c'est la famille que vous êtes censé aimer inconditionnellement. Parce que voici ce que j'ai appris. L'amour ne devrait pas avoir de conditions, mais le respect devrait être non négociable. Et si quelqu'un ne peut pas vous respecter, s'il ne vous voit que comme une ressource à exploiter, alors il ne mérite pas une place dans votre vie. Mes parents et Manon apprennent cette leçon maintenant, à la dure. Ils pensaient que la vache à lait serait toujours là, prête à être traite chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent. Ils pensaient que le distributeur de billets ne serait jamais à court de liquidités. Ils pensaient que j'étais trop stupide et naïve pour jamais me défendre. Ils avaient tort. Et honnêtement, leur situation actuelle n'est pas de ma faute. Je n'ai pas forcé Manon à sauter son internat. Je ne l'ai pas forcé à tromper son riche fiancé. Je ne l'ai pas forcé à s'enfuir à Marrakech avec un barman. Je ne l'ai pas forcé à tomber enceinte d'un gars qui l'abandonnerait. Je n'ai pas forcé mes parents à se moquer de moi dans mon dos. Je ne les ai pas forcés à exiger ma maison. Je ne les ai pas forcés à ne rien économiser malgré les presque 400 000 € qu'ils ont reçus de moi en 8 ans. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences. Quant à moi, je vis ma meilleure vie. J'ai une belle maison qui est entièrement à moi. J'ai une carrière réussie que j'ai construite moi-même. J'ai un petit ami qui me voit comme une partenaire, pas comme une tirelire. J'ai des économies, des investissements et un avenir qui s'annonce radieux. Et j'ai quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a pas de prix. Le respect de soi. Il m'a fallu 32 ans pour le trouver. Mais maintenant que je l'ai, je ne le laisserai jamais partir. Pour personne. Pas même pour la famille. Surtout pas pour une famille qui ne m'a jamais vu comme autre chose que leur distributeur de billets personnels. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de partir. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de dire non. Et parfois, la personne la plus importante que vous devez sauver, c'est vous-même.